Pas de sexe avant le mariage. En tant que chrétien, tu as certainement entendu cette phrase à maintes reprises. Mais combien de fois on a pris le temps de te dire vraiment ce qu'il fallait faire en matière de sexualité? Et on se retrouve avec des chrétiens qui s'éduquent comme ils peuvent avec des films ou avec des conseils autour d'eux. Notre objectif à travers cette vidéo, c'est de te donner des clés, des ingrédients sur la base de la Bible qui vont t'aider à bâtir, construire une sexualité épanouie dans ton mariage. C'est parti. C'est parti. L'ingrédient numéro 1 pour bâtir une sexualité épanouie, c'est l'amour. Mais pas n'importe quel amour, un amour sacrificiel, un amour qui se donne à l'autre. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5 dit ceci. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Le cœur de ce passage, c'est de simplement dire que le mari et la femme s'appartiennent l'un l'autre. Et pour parvenir à une sexualité épanouie, il faut aborder cette intimité dans une perspective de se donner à l'autre et pas de prendre. Notre société aujourd'hui dépeint l'intimité sexuelle seulement dans le cadre de prendre, recevoir, se faire plaisir. La perspective biblique de l'amour et de l'intimité dans le mariage, c'est de se donner à l'autre. Oui. Et si les deux viennent avec cet état d'esprit de moi je viens pour me donner, pour te donner, et toi tu viens aussi dans ce même état d'esprit, forcément c'est un cercle vertueux. Et donc voilà. Et parfois ce texte peut être utilisé par l'un ou par l'autre pour faire pression en mode ton corps ne t'appartient plus. C'est pas un texte qui doit être utilisé pour forcer l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire parce que soi-disant ton corps m'appartient. Parce que c'est dans les deux sens. Oui, amour, don de soi, mais l'attitude dans laquelle on manifeste cet amour, don de soi est aussi importante. C'est-à-dire, il y a quand même une base de respect mutuel à avoir. C'est-à-dire, on ne va pas aller forcer l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire juste parce que ton corps m'appartient. Même si vous avez envie d'essayer des choses ou de faire certaines choses que l'autre, avec lesquelles l'autre n'est pas à l'aise, il faut du dialogue, il faut de la communication. Peut-être essayer de comprendre pourquoi il ou elle n'est pas à l'aise avec certaines choses que vous avez envie de faire. Respecter, voilà, la limite que l'autre a en ce moment. Parfois, c'est pas parce que la personne n'est pas à l'aise aujourd'hui avec une pratique ou une façon de faire que ça veut pas dire que ça va pas évoluer. Mais si la personne se sent forcée, on sort du cadre de l'amour selon la vision de Dieu, en fait, qui est dans le respect de l'autre. Aussi, ne pas se servir de la sexualité comme un moyen de chantage. C'est-à-dire que oui, si on est vraiment dans cet état d'esprit de se donner l'un à l'autre, on ne peut pas priver, même la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, parce que ça devient une porte ouverte à l'ennemi, à la tentation, à l'impudicité. Et si on est dans le cadre du mariage, on s'est engagé. Je veux dire, l'intimité sexuelle est vraiment un ingrédient essentiel du mariage, en fait. Le mariage, c'est la seule relation, c'est le seul cadre où l'intimité sexuelle doit s'exprimer librement. Si vous avez des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est de la fornication. Après, c'est de l'adultère. Si vous avez une relation sexuelle avec un membre de votre famille, c'est de l'inceste. Donc, c'est vraiment que dans le cadre du mariage que c'est prévu pour s'exprimer librement. Donc, on ne peut pas faire du chantage à l'autre avec ça, en fait. Cela amène à l'ingrédient numéro 2 qui est la communication. Alors, la communication, j'aime bien le présenter comme le fait de faire un pont entre deux mondes. Vous êtes deux personnes qui avaient des backgrounds différents, qui avaient une culture peut-être différente aussi. Et en entrant dans le mariage, il faut que ces deux mondes puissent communiquer. Et encore plus quand il est question d'intimité sexuelle. Il est important que vous puissiez libérer la parole. Quand il y a un tabou au niveau de l'intimité sexuelle, quand vous n'arrivez pas à en parler, il vous sera difficile de connaître l'épanouissement. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous ajuster régulièrement, de savoir concrètement avant ce que l'un ou ce que l'autre, par exemple, aimerait. Donc, communiquer avant l'intimité que vous allez avoir, c'est voilà, discuter, se dire qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Quelle ambiance, par exemple, tu aimerais qu'on mette en place?
quels sont les sens, par exemple, que tu aimerais qu'on explore. Donc, il y a besoin de communication avant. Il y a aussi besoin de communication après l'intimité. Ça veut dire, on va débriefer, c'est peut-être un terme trop fort, mais après, vous pouvez aussi échanger de ce qui s'est passé. Peut-être un petit peu après, pas forcément tout de suite, mais rediscuter. Qu'est-ce que tu as aimé? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées? Mais vraiment en parler. Et c'est important parce que s'il y en a un qui retient en son cœur des choses qui l'ont frustré peut-être ou qui se sont mal passées, il va peut-être être moins enclin à vivre encore cette intimité-là ou il va pas pouvoir s'épanouir complètement. Donc, libérez la parole, parlez avant et après, ça vous permet de vous ajuster et de savoir progresser. C'est important, comme il le disait, de parler de vos attentes. C'est-à-dire que ne partez pas du principe que parce que on s'aime, parce qu'on est marié, parce qu'on a même vécu dans l'abstinence, tout va bien se passer. Non, c'est que vous êtes deux personnes. Il faut vraiment voir comme si vous étiez deux mondes qui ont besoin de s'ouvrir l'un à l'autre et ne partez pas du principe que l'autre est censé savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Et souvent, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut créer de la frustration, surtout chez les femmes, parce que parfois, elles vont garder des frustrations en elles. Et le point, c'est qu'une femme, pour être à l'aise dans l'intimité, on le verra tout à l'heure, a besoin d'être connectée émotionnellement à son époux, à son époux. Et si ce n'est pas le cas, elle se sentira pas libre. Donc, super important d'apprendre à communiquer vos attentes. Et de l'autre côté aussi, parfois les hommes, ils ont du mal à s'ouvrir pour exprimer à leur épouse vraiment leurs attentes. Parfois par peur d'être jugés. Donc, c'est vraiment super important que vous vous fassiez confiance et que vous parliez en toute transparence à ce niveau-là. Bien évidemment que arriver à ce niveau de transparence, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pour ça que on a créé un guide qui va vous aider. On a regroupé 25 questions sur divers domaines en fait de la vie de couple, les finances, le style de vie, la sexualité. Il y a 5 domaines qu'on a regroupés avec 5 questions par domaine et grâce à ce guide-là, vous allez pouvoir démarrer des discussions profondes qui vont vous permettre d'apprendre à vous ouvrir l'un à l'autre. Parfois, c'est pas qu'on n'a pas envie de dire les choses à l'autre, c'est juste qu'on ne sait même pas par où commencer ni quoi dire concrètement parce que en fait, passer d'un état de célibat à la vie de couple, c'est 2 manières de fonctionner différentes. Toi, tu as ton monde à toi, tu as l'impression que c'est la norme, tout le monde fonctionne comme ça. Et tu viens dans le mariage, tu t'attends à ce que l'autre fonctionne comme toi. Ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 à éviter. Ça s'appelle de la projection, le fait de penser que l'autre réfléchit, pense, ressent les choses comme toi, c'est de la projection. Vous avez besoin d'être intentionnel, c'est-à-dire de prendre les devants et de ne pas attendre que les choses soient corsées entre vous pour commencer à vous dire « Ah, il ne m'aime pas, peut-être il fait ça parce qu'il ne m'aime pas. » Non, partez du principe que vous avez besoin de vous ouvrir à l'autre. Et donc, allez télécharger dans la barre de description les 25 questions à se poser en couple. Et vous verrez, on a eu vraiment de bons retours par rapport à ce guide parce que ça permet d'avoir des discussions auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé naturellement. Et l'idée, c'est qu'au-delà même des 25 questions, ça en suscite d'autres. Une question va amener une autre en fonction des réponses que l'autre va vous donner. Ça va susciter encore d'autres questions et d'aller comme ça chercher à approfondir la connaissance que vous avez de l'autre. Alors, téléchargez ces 25 questions. L'ingrédient numéro 3, c'est comprendre les différences sexuelles entre les désirs de l'homme et de la femme. Vous l'avez probablement déjà entendu, les hommes et les femmes sont différents en ce qui concerne l'approche de la sexualité. Simplement le fait de l'entendre ne vous a pas encore permis de mettre le doigt dessus. Et on va vous partager juste 3 différences, il y en a beaucoup d'autres. L'idée ici, c'est que, étant conscient des différences qu'il y a entre vous et votre conjoint, vous soyez à mesure d'avoir une approche, une attitude, de vous positionner différemment par rapport aux réactions qu'il peut avoir. Donc oui, nous sommes différents et savoir la différence de l'autre est super important. Après, bien évidemment, ce qu'on partage, ça va être des généralités, mais vous avez aussi besoin de creuser pour comprendre comment ces généralités s'appliquent à vous. Ça n'est pas forcément à prendre toujours à la lettre, au pied de la lettre. Vous avez besoin, ça va souvent être des généralités qui se retrouvent chez la majorité des personnes. Maintenant, peut-être que dans certaines choses, vous n'allez pas vous retrouver totalement et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le premier exemple, tu veux donner? Non, je vais dire que c'est important d'être ouvert aussi à la particularité de l'autre. Les points que nous allons partager, oui, comme tu as
c'est-à-dire sont génériques et si vous les constatez chez l'autre, cela va conforter ce point. Mais si vous ne les constatez pas, cela ne veut pas dire que l'autre est anormal, c'est juste qu'il est différent. Et donc, ça doit vous questionner aussi pour creuser un peu plus dans la différence de l'autre. Alors, première chose, c'est que forcément, les hommes, ça c'est connu, les hommes vont avoir beaucoup plus de désirs sexuels que les femmes en moyenne. Après, il peut arriver des cas où ce n'est pas c'est pas forcément vérifié, mais dans la majorité des cas, c'est cela. Et il y a une explication. Est-ce que tu veux donner l'explication? Alors, en fait, les hommes désirent plus souvent. Alors, il y a des statistiques qui disent que 1 à plusieurs fois par semaine. Donc, c'est des statistiques, hein. Ne vous arc-boutez pas là-dessus. Et tandis que la femme peut se contenter de moins de relations et peut désirer moins de sexe. Parce que, en fait, le corps de l'homme est constitué différemment de celui de la femme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, nos deux cerveaux ont la même structure, mais, alors on va aller un peu dans la biologie, ne vous inquiétez pas. L'hypothalamus est une partie donc du cerveau qui gère notamment l'activité sexuelle. Il est beaucoup plus développé chez l'homme que chez la femme. C'est ce qui explique que les hommes vont avoir en moyenne 2 fois plus, c'est encore des statistiques, 2 fois plus des désirs sexuels, en tout cas un appétit sexuel que les femmes. Et puis, il faut aussi comprendre, même en termes de cycle, les femmes ont un cycle menstruel qui va durer en moyenne 28 jours. Et dans ce cycle menstruel, il va avoir la période d'ovulation où le désir va être beaucoup plus élevé, alors que chez les hommes, leur cycle, c'est 3 jours à peu près. Et donc, en fait, eux, ils vont avoir, du coup, par rapport à leur cycle, des désirs beaucoup plus irréguliers. Et quand on regarde ce fonctionnement de notre corps, hein, c'est Dieu qui a conçu notre corps. Parfois, c'est juste qu'on ne comprend pas ces choses-là. Mais il nous a conçus avec ces différences, mais il nous a quand même dit de nous marier. Et donc, en fait, l'idée ici, c'est pas de venir faire que ton homme devienne une femme ou que ta femme devienne un homme, mais c'est plus d'apprendre à composer avec ces différences. Et c'est pour ça que la communication, chercher à mieux comprendre l'autre, être curieux de l'autre, c'est très important. Parce que moi, je me souviens, par exemple, avant le mariage, je me disais, ah bon, moi, quand j'entendais que les hommes, parfois, ils peuvent avoir beaucoup plus de désirs, je me disais, ouais, c'est des pervers. Même les chrétiens. Oui, même les chrétiens. Et quand on a commencé à se préparer au mariage et que on avait ces discussions, les questions qu'on vous conseille de vous poser, c'est des questions que nous-mêmes on s'est posées. Et à un moment, quand on en parlait de cet aspect du désir sexuel, etc., et que je me suis rendu compte que c'est pas vraiment une question de pervers ou même d'impudicité, c'est juste qu'ils sont constitués différemment. Ça m'a ouvert les yeux en fait, et je me suis préparée mentalement à me dire, ok, dans le mariage, il faut que je considère la différence de besoins sexuels entre mon mari et moi, et que si on reprend le début où on disait que on est dans un amour qui se donne, en fait, je peux pas juste me dire, ok, moi, si j'ai envie 1 fois par mois, bah en fait, tant pis pour toi, quoi. Tu attends le jour où moi, je serai dans ma période d'ovulation pour que les choses se passent. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de comprendre. Là, on vous donne des explications un peu scientifiques. C'est pas juste pour vous donner des informations pour l'information, mais c'est pour que derrière, ça a un impact dans votre quotidien. Et que quand vous comprenez ces choses-là, ça va vous aider à mieux aimer l'autre, à mieux l'accepter dans sa différence sans être dans le jugement, en fait. Alors, une deuxième différence qu'on a, c'est au niveau des perturbations extérieures. En fait, l'homme et la femme sont différents dans la façon d'être impactés par les perturbations extérieures. Je m'explique. Une femme qui a peut-être eu une journée où elle a été émotionnellement affectée, que ce soit sur son lieu de travail, avec les enfants à la maison, avec le voisinage, plusieurs éléments qui vont venir impacter la façon dont elle va approcher l'intimité. Donc ça va être pour elle beaucoup plus difficile de rentrer dans un moment intime. Tandis qu'un homme est beaucoup plus rapide, même physiologiquement parlant, il va tout de suite être dans le moment. Et c'est une différence qui parfois perturbe les femmes. Bon, je vais parler pour les hommes, qui parfois perturbe les femmes de se rendre compte que, en fait, ça va trop vite pour lui. Mais c'est juste que on prend une image parfois d'une allumette. On dit que les hommes sont comme une allumette. Tu allumes et ça déclenche tout de suite. Et tandis que les femmes ont besoin de beaucoup plus de temps parfois. Et c'est lié justement à ces perturbations extérieures qui peuvent venir vraiment ralentir le fait qu'elles entrent dans un moment d'intimité. Et donc, en ayant cette information, c'est pour ça que c'est important. On parle de l'importance des préliminaires, par exemple, ou alors de préparer l'environnement, ou alors pour un époux qui est conscient de cette différence qu'a sa femme, bah de la préparer un peu avant les moments. Faut pas juste attendre de se retrouver dans la chambre pour dire que, ok, maintenant, mais parce que en fait... Petit message pour vous, messieurs. Sachant cette différence que vous avez avec vos épouses, peut-être qu'il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place. Vous savez que si la journée a été compliquée, elle va avoir besoin de plus de temps pour entrer dans un moment d'intimité. Pourquoi ne pas, par exemple, s'occuper des enfants ce soir-là un peu plus tôt, en lui donnant un peu de temps pour
peut-être prendre soin d'elle ou faire un peu de lecture, quelque chose qui va lui permettre de se détendre pour mieux profiter de cette intimité que vous allez avoir ensemble. Faites attention à l'hygiène aussi, c'est important. S'il faut prendre une douche avant pour que certaines femmes sont beaucoup plus sensibles aux odeurs. Par exemple, donc n'hésitez pas à faire le nécessaire. On se dit les vraies choses, n'hésitez pas à faire le nécessaire parce que c'est pour vous qu'on vous le dit. Peut-être que c'est difficile pour certaines femmes de le dire à leur mari. De lui dire, mon chéri, j'aimerais… Surtout si elle sait qu'il va mal le prendre. C'est ça. Donc, messieurs, prenez vos responsabilités aussi. Prenons nos responsabilités. Faisons le nécessaire pour que ce soit plus agréable ou en tout cas qu'elle puisse mieux profiter de ce moment. Se laver les dents, se laver, prendre une douche. Faire attention à l'hygiène, tout simplement. C'est vraiment des choses qui ne… Ça mange pas de pain, mais ça fait toute la différence. C'est vrai que parfois, quand on dit ça aux hommes, ils se disent « Oui, mais moi, je fais déjà plein d'autres choses, etc. » Mais sachez que parfois aussi, quand votre femme est surchargée, c'est un peu vous-même qui vous tirez une balle dans le pied parce que c'est vous qui avez quand même le plus grand besoin d'intimité sexuelle dans le couple. Donc, en fait, si votre femme est tout le temps fatiguée, c'est aussi un désavantage pour vous. Donc, voyez-le un peu, comme il a dit, comme une stratégie, en fait, qui est de la décharger pour qu'elle soit plus disponible. Maintenant, aussi, les femmes de l'autre côté, si votre mari fait l'effort de vous décharger, acceptez aussi qu'il fasse les choses à sa manière. Parce que ça, c'est… Parfois, les femmes, elles se plaignent de la charge mentale, mais elles ne veulent pas que les choses soient faites différemment. C'est souvent ça aussi qui fait que, parfois, il reste un peu d'énergie, c'est là où tu viens te retrouver avec ton mari, mais en vrai, il faut peser les priorités pour voir où sont vraiment tes priorités. Est-ce que dans 10-15 ans, tu vas te rappeler du jour où il avait mal lavé l'assiette, ou est-ce que l'intimité que vous construisez qui va solidifier votre couple, c'est ça qui est important. Moi, je sais qu'il m'est arrivé parfois des soirs de me dire, ce soir, je vais pas faire la vaisselle parce que je suis fatiguée, je préfère juste peut-être ranger un peu rapidement la cuisine. Parce que je vais être disponible pour mon mari, en fait. Donc, c'est à vous maintenant de mesurer quelles sont vos priorités et en fonction de ça, d'ajuster vos agendas et de lâcher prise. Parce que vous pouvez… Il y aura toujours quelque chose à faire. C'est ça, il y aura toujours quelque chose à faire. Si ce n'est que ça, vous trouverez toujours une chose à ranger dans la maison, à nettoyer, etc. Mais parfois, c'est aussi juste une question de savoir où sont vos priorités et de vous arranger à les mettre au bon endroit, en fait. Donc, c'est à vous maintenant de voir par rapport à votre réalité comment ces informations qu'on vous donne peuvent améliorer votre quotidien, peuvent améliorer votre intimité dans le mariage. Et pour ceux qui se préparent au mariage, c'est des informations aussi qui sont importantes pour vous. Parce que vous ne pouvez pas juste rester là, vous dire oui, on marche dans l'abstinence et puis tout va bien se passer. Vous voyez bien qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour que vous puissiez vivre une sexualité épanouie dans le mariage. Et si vous voulez, ce qu'on vous partage ici, c'est vraiment juste des extraits de tous les contenus qu'on apporte dans nos formations de préparation au mariage ou d'accompagnement des jeunes couples. Vous aurez toutes les informations de toutes les façons dans la barre de description. Mais pour nous, c'est vraiment hyper important que les chrétiens, on soit éduqués à ce niveau. On ne peut pas laisser le hasard, les films, la société nous éduquer à ce niveau-là parce qu'il y a vraiment un projet, un plan beaucoup plus grand que juste notre petit plaisir. On est appelé à refléter l'image de Christ et l'Église, la façon dont Jésus nous a aimés. C'est important que dans chaque aspect de nos mariages, de nos couples, ça puisse vraiment refléter en fait. Même si les gens ne vont pas nous voir dans notre intimité, la façon dont on vit notre intimité va se refléter dans la qualité de notre relation à l'extérieur. Tout à fait. Si tu es en couple ou en train de te préparer au mariage, prenez le temps de discuter des différents éléments, des points que nous avons partagés dans cette vidéo. C'est important, peut-être que tu as appris des choses et que tu as besoin que vous aligniez. Donc, parlez-en, discutez, approfondissez aussi certains points que nous avons partagés avec vous. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à des personnes autour de toi qui pourraient être bénies par le contenu que nous avons partagé. Et surtout, abonne-toi parce que d'autres vidéos arrivent encore sur ce sujet et bien d'autres pour t'aider à bâtir un mariage épanoui avec Dieu au centre. À bientôt pour plus de vidéos.